Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Bonjour, Fabienne et Nadine de la team Relirons la Caraïbe. Nous recevons aujourd'hui Livio Boni. En décembre 1961, mourait le Martiniquais Frantz Fanon, connu pour son engagement dans la guerre d'Algérie et son essai fondamental publié en 1952, Peau noire, masque blanc. À l'occasion du 60e anniversaire de sa disparition, Relirons la Caraïbe a voulu se pencher sur sa trajectoire et ses héritages. Pour l'occasion, nous recevons donc Livio Boni, dont les travaux permettent d'évoquer Fanon sous un angle différent, d'abord par son opposition avec Octave Manoni, et plus largement en évoquant l'actualité du racisme dans nos sociétés contemporaines. Bonjour Livio. Bonjour, merci de l'invitation. Après avoir étudié la philosophie, vous avez soutenu votre thèse en psychopathologie et psychanalyse. Vos travaux portent aujourd'hui sur la géohistoire de la psychanalyse et sur la ville comme champ psychique. Depuis 2019, vous êtes directeur du programme Géographie de la psychanalyse et décolonisation de soi. Comment passe-t-on de la philosophie à la psychanalyse et surtout, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux questions liées à la colonisation et à la décolonisation ? Oui, la psychanalyse et la philosophie ne sont pas deux domaines ou deux champs étanches. Freud s'était battu de son vivant pour l'existence de ce qu'il appelait la psychanalyse laïque, c'est-à-dire la psychanalyse pratiquée par des non-médecins. Et la formation en philosophie était valorisée dès l'époque de Freud comme quelque chose par laquelle on pouvait parvenir après la psychanalyse. Et ces mouvements-là étaient considérablement renforcés en France par Lacan. Lacan a ouvert, a fait vraiment en sorte que des passerelles entre la philosophie et la psychanalyse soient constituées de manière systématique. Et c'est donc peut-être pas un hasard si j'ai continué mes études après qui ont commencé en Italie, j'ai fait mon doctorat en France, etc. Parce que c'est peut-être dans le contexte français que la psychanalyse et la philosophie communiquent vraiment de façon organique. Tous les philosophes français du XXe siècle, ou presque, se sont frottés à la psychanalyse. Depuis Sartre jusqu'à Derrida, en passant par Deleuze ou Althusser, on pourrait citer beaucoup de noms. Donc la philosophie française a été elle-même travaillée par la psychanalyse. Et me concernant, je suis parvenu par un détour, le détour des Landes, du monde indien. Je me suis intéressé au rôle qu'avait joué la psychanalyse dans la décolonisation indienne. C'est par là que j'ai commencé à travailler sur l'Inde des années 20, 30, 40, où une poignée de psychanalystes contribuent au dialogue avec Tagore, avec Gandhi sur la décolonisation indienne, la question de la violence, le refus de la violence en particulier, comment on peut penser autrement la question de la violence, y compris de la violence pulsionnelle. Donc on retrouve, peut-être on en reparlera à propos de Fanon, la question de la violence chez Fanon est très large, il s'agit de la question de la violence. Et voilà, c'est par ces biais-là, en m'intéressant au rôle joué par le freudisme et la psychanalyse en Inde dans les années 20-40, qu'après j'ai commencé à essayer d'élargir les champs et j'ai découvert en particulier les travaux d'Octave Manoni à Madagascar, qui sont la première tentative dans le monde francophone de faire intervenir la psychanalyse dans la problématisation de la question de la décolonisation, conçue non pas simplement comme un processus politique, mais comme un processus subjectif. Donc, et c'est grâce et c'est par là voilà, qu'on retrouvera Manoni qui a joué donc un rôle précurseur, ouvrant cette piste sur laquelle après Fanon lui-même pourra apporter ses contributions. Cette année, vous publiez avec votre consoeur Sophie Mendelssohn le tome 1 de la vie psychique du racisme, l'empire du démenti. Quel est en fait le projet de ce volume ? Les volumes, l'idée générale, on était parti du constat que la psychanalyse s'était insuffisamment intéressée à la question raciale.
surtout en France. C'était différent des mondes anglophones où les psychanalystes travaillent sur des questions raciales depuis assez longtemps en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et on a même constaté d'une certaine manière une très grande réticence de la part de beaucoup de psychanalystes à traiter ces questions, et on a voulu un peu essayer de la déverrouiller, en montrant que cette question-là n'est pas simplement, comme prétendent certains, une question importée des États-Unis aujourd'hui de façon passive et par imitation, mais en réalité la question de la race travaille de la psychanalyse depuis la fin des années 40. Donc depuis le début du processus de décolonisation, et il fallait faire, notre idée c'était de faire une sorte d'archéologie de cette question, donc c'est pour ça qu'il fallait montrer qu'elle avait une profondité historique. On est parti encore une fois des Mannoni autour de 47 pour en venir à des questions plus contemporaines, voir qu'est-ce que la psychanalyse peut apporter aujourd'hui sur ces questions-là, alors que les questions identitaires agitent le débat public, et on les voit aussi sur les divans, chez les patients. Des analysants arrivent avec des questions, des demandes identitaires. Qu'est-ce qu'on peut en faire en tant qu'analyste aussi? Découvrons le travail d'Octave Mannoni, qui est cité d'ailleurs par Fanon dans Peau noire et masque blanc, alors que nous ne sommes pas très nombreux à connaître Octave Mannoni. Qui est-il et quels furent ses liens en fait avec Frantz Fanon? Octave Mannoni était un professeur de philosophie qui a passé un quart de siècle dans le monde colonial, en commençant par la Martinique, où il est arrivé à la moitié des années 20 comme jeune professeur de philosophie à lycée Schœlcher. Passé quelques années, pas très longtemps, 4 ou 5 ans à Martinique. Il a quand même laissé quelques traces parce qu'il a participé par exemple à la constitution d'une revue de poésie, Luciole, qui a été une des premières revues à ma connaissance, sinon la première où les créoles où il y avait une place pour la poésie en créole. Donc c'était déjà, preuve c'est l'info qu'il avait dès le début un fort intérêt pour ce qui s'est passé dans ces espaces-là et les relations avec les intellectuels locaux. Puis il passe brièvement par la Réunion avant de s'installer toujours comme professeur de philosophie à Madagascar, au lycée Gallieni, où il passera plus de 15 ans. Et c'est là que Mannoni commence à concevoir les projets de s'intéresser à la psychologie coloniale, non pas comme une psychologie des peuples, comme on avait fait longtemps dans la littérature, dans ce qu'on appelait, il y avait une discipline qui s'appelait psychologie des peuples. On essayait de tirer les portraits des peuples colonisés. Non, son projet c'était de s'intéresser vraiment à la relation entre colonisés et colonisateurs. Il appelait ça une psychologie interraciale. Ces projets prend un nouvel élan en 1945 lorsqu'Octave Mannoni a un congé, comme beaucoup de fonctionnaires après la guerre, se rend à Paris et rencontre Jacques Lacan et commence une psychanalyse avec Jacques Lacan. Ça constitue un tournant pour sa vie. Petit à petit, il va quitter la philosophie pour devenir analyste. Il se met aussi dans l'optique de quitter Madagascar, de rentrer en France, en métropole. Accessoirement, il quitte aussi sa première femme. Il y a tout un changement autour de la cinquantaine. À ce moment-là, Mannoni a déjà 50 ans. Il commence une nouvelle vie. Et il n'a jamais rien écrit de substantiel pendant ces quarts de siècle passés dans les colonies. Il écrit juste des poèmes. Il s'intéresse à des questions ethnographiques, il fait de la photographie à Madagascar, il fait de la botanique, il fait plusieurs choses, mais il n'a pas écrit. C'est donc après la rencontre avec Lacan en 1946 que Mannoni commence à donner corps à ses projets et commence à rédiger son premier livre, Psychologie de la colonisation, qui est un livre donc, qui est écrit entre 1946 et 1947, et qui sera publié donc, un peu plus tard au Seuil, en 1950. Et ce livre est intéressant, un peu oublié, il est un peu oublié, mais un peu à la faveur aussi de cette étude, il va être réédité par le Seuil l'année prochaine, donc il va être en édition de poche et remis en circulation.
Et ce livre est remarquable à plusieurs égards, j'en signale juste deux. Les premières, je le disais, c'est la première tentative d'utiliser la psychanalyse pour comprendre les effets de longue durée de la colonisation, aussi bien sur les colonisés que sur les colonisateurs, sur les deux. Et sur leur relation par-delà la fin de l'empire colonial. Et de l'autre, voilà, d'une certaine manière, c'est déjà un texte qui s'inscrit dans une perspective postcoloniale. C'est-à-dire que ce qui intéresse Mannoni, ce n'est pas simplement les processus de rupture du lien colonial, mais c'est ses effets sur la longue durée, comment essayer de les penser. Et donc, ces textes, on en parlera peut-être, on l'a qualifié d'intempestif dans notre livre, parce qu'il arrive à la fois trop tard, c'était parce que la première partie est encore empêtrée, il y a encore des restes des langages de l'ethnographie coloniale, quand même dans la première partie, notamment dans il y a un usage de la littérature jésuite, il y a tout un savoir colonial qui est mobilisé, mais il arrive aussi trop tôt, parce qu'il pose déjà des questions concernant la période postcoloniale, alors que les processus de décolonisation viennent juste de commencer, voire ils ne sont pas entamés dans les années 40. Donc vous expliquez en fait que cet ouvrage de Mannoni, qui est publié en 1950, finalement est publié un petit peu trop tôt. Il serait peut-être un peu novateur pour sa période. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer du coup ce qu'on peut lui reprocher, notamment des auteurs comme Césaire et Fanon, qui va jusqu'à juger, il me semble, son travail de dangereux? En effet, Fanon reconnaît dans Peau noire à masque blanc le travail honnête de Mannoni. Il reconnaît le fait d'avoir ouvert une nouvelle piste en associant la psychologie, voire la psychanalyse, et la question de la décolonisation, mais il lui reproche de vouloir résoudre toute question. Il lui reproche, et en définition, Fanon très précise, il dit c'est une œuvre malheureusement trop exhaustive. C'est intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Fanon, Mannoni prétendrait résoudre toutes les questions à coup de psychologie et de psychanalyse, en faisant l'économie d'autres paramètres comme l'histoire. Il y a notamment dans Peau noire à masque blanc une charge contre une des notions qui est utilisée par Mannoni, qui est celle des complexes de dépendance. Selon Mannoni, le phénomène colonial aurait été la rencontre entre deux complexes. Les complexes d'infériorité de l'homme blanc et les complexes de dépendance de l'homme noir. Pour simplifier à l'extrême, elle parle surtout des malgaches, mais ça c'est plus large. Alors, l'usage de cette notion des complexes de dépendance a donné lieu à beaucoup de malentendus. C'était une notion qui s'est prêtée à beaucoup de malentendus. On pourra, si vous voulez, rentrer dans les détails, mais c'est évident qu'au moment où s'est posée la question des indépendances, parler d'un complexe de dépendance était périlleux. Et cette notion, donc, qui paraît dans la première section du livre, a obnubilé beaucoup de lecteurs, en les empêchant de poursuivre la lecture. Donc, on peut résumer la levée des boucliers qui accompagne la parution de ces livres en disant que pour les marxistes qui militent pour les décolonisations et pour les luttes de libération nationale, qui soutiennent cette perspective, les livres de Mannoni sacrifient complètement le niveau économique de l'analyse. Il n'y a pas d'ailleurs, ce que Mannoni revendique, de mettre de côté la question économique. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'exploitation, la relation coloniale en tant que relation d'exploitation économique, mais comme une relation d'assujettissement psychologique. D'autres, Aimé Césaire, dans un discours sur le colonialisme qui date de 1951, propose une charge violente contre la notion de dépendance, en pointant le fait qu'elle prête justement
à des terribles malentendus, laissant entendre que les peuples colonisés ont été prédisposés à cela. Et ça tombe très mal à ces moments-là où les luttes s'amorcent. Et ce qui fait, et même à l'UNDORP, où les fondateurs de Présence africaine ou d'autres tenants n'épargnent pas Mannoni. Il y a quelques exceptions quand même. Les deux principales étant la reviste de Sartre et Simone de Beauvoir, Le Temps moderne, qui soutient la démarche de Mannoni par-delà ses limites, en la considérant novatrice et laissant les pages de cette revue ouvertes. Le signal qu'en 1951, Fanon et Mannoni écriront sur le même numéro des temps modernes, un numéro consacré à la plante du noir. Et leurs textes, en 1951, sont très lisibles ensemble, se font écho à plusieurs points. Ce qui prouve que déjà Mannoni, une petite année plus tard, sa perspective a évolué. C'est très intéressant de lire donc, ce numéro, La plante du noir, de 1951, Temps moderne, où Mannoni et Fanon publient côte à côte. Et puis, l'autre réception positive, on la doit à Georges Balandier, l'anthropologue Georges Balandier, qui reprend la notion de situation coloniale, c'est-à-dire en anthropologie, en disant qu'on ne peut pas faire de l'anthropologie, que dorénavant, tout anthropologue, lorsqu'il s'intéresse à une culture, à un espace, etc., ne peut aucunement faire l'impasse de comment l'emprise coloniale a modifié en profondeur et la manière même dans laquelle les peuples qui font l'objet de l'ethnographie ou qui sont se présentent à l'ethnographe ou se mettent en scène ou jouent avec. Donc cette notion de situation coloniale a été reprise par le socio-anthropologue Georges Balandier qui l'a fait utiliser dans les champs de l'anthropologie. Donc il n'est pas... mais en général, du point de vue idéologique et politique, les livres font l'objet d'une forte opposition. Dans cet essai qui nous semble extrêmement intéressant, donc Dr Mannoni, Psychologie de la colonisation, nous rappelons qu'il a été publié en 1950. Mannoni développe le concept original de complexe d'infériorité de l'homme blanc européen. Pourriez-vous nous expliciter ce concept? Et il nous semble étrange puisque beaucoup d'autres parlent plutôt de complexe de supériorité du colon. Merci. Oui, en effet, c'est contre-intuitif. La notion de complexe d'infériorité vient de la psychanalyse, vient d'un disciple de Freud qui s'appelait Alfred Adler, qui l'a élaboré pour expliquer un processus dans lequel le sujet doit redoubler d'emprise et d'agressivité pour déjouer toute menace d'infériorisation. Voilà, à chaque fois qu'un sujet se sent exposé à ces risques-là, d'être infériorisé par rapport à quelqu'un, doit surcompenser, c'est le concept de surcompensation, ce qui provoque, ce qui se traduit par une surenchère d'emprise, d'agressivité sur l'autre. Donc, pour Mannoni, les sujets européens est travaillé par cela. C'est sa manière de sortir du complexe d'Édipe. C'est-à-dire, pour sortir de l'Édipe, l'anthropos occidental doit dépasser les pères. La célèbre image freudienne de tuer les pères. C'est-à-dire surcompenser, encore une fois, toute situation qui pourrait lui donner le sentiment d'être castré ou d'être. Et donc il y aurait cet appel, l'émancipation individuelle, l'individuation elle-même passerait dans la construction anthropologique européenne par ce processus-là, alors que dans d'autres civilisations, on choisirait une autre issue. Ce qu'on valoriserait, c'est plutôt l'affiliation de l'individu au groupe. Le fait qu'on conserverait très mal les défis ouverts d'un individu par rapport à
aux membres plus anciens, etc. Pour Manoni, par exemple, à Madagascar, les rapports principaux symboliques que les Malgaches entretiennent avec l'autorité se situent sur l'ancêtre. Et avec l'ancêtre, tout conflit est impossible. Donc la dépendance est conçue par Manoni comme une économie symbolique, qui fait que l'individu reste le plus possible affilié à son groupe au lieu d'essayer de s'opposer à ses parents, à sa famille et de les dépasser. Il y aurait donc deux manières différentes de régler les complexes d'Édipe. L'une qui valorise une certaine individuation agressive et l'autre qui s'appuierait plutôt sur une affiliation le plus possible harmonieuse. Bon, cette lecture a sans doute des limites, mais a aussi quelques éléments de grand intérêt et voilà, et donc assez complexe. Et encore une fois, la notion de complexe de dépendance prête à des malentendus lorsqu'on se contente d'une lecture active. Mais vous pouvez nous dire alors pourquoi Fanon n'adhère pas au concept de dépendance du colonisé? Fanon ne se sert pas de cette notion. Non seulement refuse la notion de complexe de dépendance telle que Manoni l'élabore donc dans la psychologie de la colonisation, mais plus largement, il ne conçoit pas la condition du colonisé comme une condition justiciable de cette catégorie-là de dépendance. Dans le mot dépendance, on entend quelque chose d'une certaine passivité, alors que Fanon déplace considérablement les choses dans sa mobilisation de la psychanalyse, de la psychiatrie. Il pense à la condition coloniale et la condition du colon, en particulier lors de son expérience algérienne, comme une condition de traumatisé, comme une condition... il parle donc, c'est la célèbre expression d'atmosphère traumatique du monde colonial. C'est pour ça que la contre-violence fanonienne, ce que parfois on considère de façon un peu simpliste comme une apologie de la violence révolutionnaire et libératrice, est en réalité conçue sous le modèle d'une contre-violence qui devrait permettre une catharsis, une purification par rapport à la violence qui est subie, traumatique. Sur le modèle que, par exemple, en psychiatrie, on avait élaboré à propos de l'électrochoc. L'électrochoc qui a été appliqué et que Fanon lui-même avait pratiqué pendant ses expériences hospitalières en France. C'est-à-dire comment une autre effraction traumatique dans le corps peut en soigner une autre. La violence, la contre-violence fanonienne est conçue sur ce modèle-là. C'est-à-dire ce corps qui est à la fois paralysé et brisé par la suggestion coloniale, peut retrouver une viabilité psychique et pulsionnelle s'il accepte de se faire traverser par une violence dont il serait l'acteur. Mais c'est une étape. C'est une étape et c'est lié à cette conception essentiellement traumatologique qu'est la conception fanonienne de la condition coloniale. On voit bien là quelle est la distance par rapport à Manoni qu'il a conçoit en termes de dépendance. Alors, Manoni développe aussi le concept de démenti, qui distingue celui du déni ou du refoulement. C'est d'ailleurs le choix que vous faites dans l'intitulé de votre ouvrage, L'Empire du démenti. De quoi s'agit-il exactement et quelles en sont les incidences? Oui, le démenti est un mode de la pensée inconsciente, un mode différent que le mode le plus connu de production de l'inconscient, c'est le refoulement. Mais il n'y a pas que le refoulement. Tout refoulement est inconscient, mais tout l'inconscient n'est pas de l'ordre de refouler. Il existe d'autres modalités de pensée inconsciente, dont la forclusion, par exemple. Je passe sur cela. La forclusion, c'est très utilisé par Lacan pour penser les psychoses. Et il y a un troisième grand mode qui est le démenti.
Dans le démenti, c'est un concept qu'on retrouve chez Freud, Verleugnung en allemand, et qu'on retrouve chez Freud pour penser la perversion, normalement. Mais Manoni, c'est un des premiers psychanalystes qui essaie d'en faire un usage plus large. Il écrit au début des années 60 un texte célèbre qui s'appelle « Je sais bien, mais quand même ». Je sais bien, mais quand même, c'est ça la formule du démenti. C'est-à-dire, j'ai beau savoir quelque chose, je n'y crois pas tout à fait. Voire même une croyance peut s'installer sur les désaveux qu'elle subit par un savoir. Il nous semble que cela était très utile, par exemple, pour penser à une certaine logique générique du racisme aujourd'hui, où on sait bien que, par exemple, les racismes n'est justifiable par aucun savoir, ni biologique, ni anthropologique, et pourtant, ces désaveux du racisme par le savoir ne disqualifient pas complètement la croyance, et même la renforcent. D'une certaine manière, les racistes peuvent dire « je sais bien que les races n'existent pas, mais quand même ». Donc, nous avons essayé dans ces livres de voir comment nous avons travaillé l'hypothèse selon laquelle Manoni avait été si attentif à la question du démenti dans son œuvre psychanalytique des années 60 à cause de son expérience coloniale. Parce que dans son expérience du monde colonial, d'une certaine manière, le monde colonial est régi par des logiques de démenti. Par exemple, dans l'analyse que Manoni fait de la révolte, de la grande révolte qui a lieu à Madagascar en 1947, on retrouve donc ça dans la deuxième section du livre, Psychologie de la colonisation. Grande révolte, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un épisode majeur qui fait trembler le monde colonial et qui est inattendu, qui vient de la petite paysannerie de la côte orientale, elle ne vient pas des milieux urbains politisés d'où on pouvait l'attendre. Eh bien, pour Manoni, le système colonial doit se régir sur une économie du démenti, c'est-à-dire toute manifestation de la part du colonisé qui viendrait invalider les postulats d'infériorité doit être démenti. À chaque fois que les colonisés, par exemple, se révoltent et prouvent qu'ils peuvent se mettre à la place, au même rang et colonisateur, eh bien, quelque chose doit se mettre en place dans l'économie psychique du colonisateur qui démentit cette révolte en disant qu'au fond, elle est irrationnelle, elle est infantile, elle est manipulée par quelqu'un d'autre. Donc, il y a un grand effort psychique, d'une certaine manière, de la part de l'homme colonial pour pouvoir maintenir sa croyance à la différence et à la hiérarchie raciale, et à démentir toute manifestation qui, dans le réel, risquerait de désavouer cette croyance. Voilà comment, d'une certaine manière, la notion de démenti sert à Manoni pour saisir quelque chose de l'économie psychique de ces rapports qui est le rapport colonisateur-colonisé, qui en réalité est un rapport toujours, pour lui, du point de vue psychique, fragile, précaire, exposé à voler un éclat à tout moment, et qui demande donc, et le démenti permet de faire tenir quelque chose autour du signifiant racial en particulier. Chez Fanon, l'aliénation est également psychosexuelle. Manoni a-t-il interrogé la transformation des rapports de genre et quelle place finalement donne-t-il à la décolonisation des corps? Non, c'est là, je crois, que vraiment Fanon non seulement prolonge ou complète Manoni, mais vraiment donne tout son sens à une entreprise qui chez Manoni était juste amorcée. Il faut avouer que dans la psychologie de la colonisation, il n'est question que des relations masculines. La relation colonisé-colonisateur est pensée essentiellement comme une relation entre hommes. Et la place de la différence sexuelle est quasiment inexistante. C'est assez étonnant. Il y a très peu de place aussi pour les corps ou pour des questions à proprement parler sexuelles. C'est vraiment ce qui intéresse Manoni à cette époque, c'est vraiment les rapports d'introjection de l'autre. Ces jeux de miroirs, donc d'une certaine manière, ça reste un rapport psychologique ou phénoménologique
Alors que chez Fanon, ça s'incarne et avec vraiment la question de la pulsionalité, hein, la catégorie freudienne des pulsionalités qui trouve tout son champ. Par contre, dans un livre, ça c'est un peu une curiosité, mais c'est significatif, dans un petit livre publié par Manoni, un an après Psychologie de la colonisation, un petit livre qui s'intitule La Machine, c'est un récit métalittéraire, c'est une sorte de mise en scène fictionnelle de son analyse avec Lacan, mais c'est aussi son règlement de compte avec le monde colonial. Eh bien, on a toute une histoire qui se passe au café colonial d'une ville qui rassemble à s'y méprendre à Antananarive, où sont analysées les relations homoérotiques, voire homosexuelles, qui façonnent le monde des colonisateurs, des colons, etc. Donc là, on retrouve de manière filtrée, métaphorique, à travers un essai littéraire, la question de la sexualité au sens large qui se met en place dans le monde colonial chez les colonisateurs, mais pas particulièrement lié à la question de l'homosexualité. Voilà. Mais ça reste assez discret chez Manoni, ces traitements, et il faudra vraiment entendre l'œuvre de Fanon pour traiter ces domaines. Tout cela est très intéressant et je m'interroge justement sur l'ouvrage, sa portée, la vie psychique du racisme. Si on se plonge dans l'analyse de nos sociétés contemporaines, postcoloniales, comment expliquer la persistance du racisme et surtout l'apparition de thèses défendant notamment un racisme anti-blanc? Oui, on n'en traite pas spécifiquement, mais il est vrai que sont nombreux à observer qu'il y a eu dans la formation de cette catégorie de racisme anti-blanc, il y a quelque chose d'intéressant et d'inédit dû au fait qu'il y a d'une certaine manière d'un côté une identification aux revendications portées normalement par les minorités raciales ou racisées, c'est-à-dire que les Blancs revendiquent le fait d'être à leur tour objet de préjugés, voire de préjudices, s'identifiant, reprenant les discours qui normalement sont portés par les minorités racisées et s'auto-victimisant. D'un côté, donc il y a ces doubles mouvements, à la fois d'identification et de détournement des discours qui normalement appartiennent aux minorités racisées, et de l'autre, cette forte dimension victimaire, d'auto-victimisation qui font que, on l'a bien vu par exemple dans les discours de Trump aux États-Unis, où on les retrouve encore aujourd'hui en France autour des catégories de fantômes de grands remplacements, etc. C'est-à-dire, ce n'est plus un discours racial ou raciste des dominants qui revendiquent quelque chose de leur primauté, mais c'est une réaction par réappropriation perverse, d'une certaine manière, de discours antiracistes eux-mêmes, me semble-t-il. C'est du moins comme ça qu'il me semble qu'on peut envisager au sens très large l'émergence de cette catégorie de racisme anti-blanc. Très bien. Monsieur Boni, quels sont aujourd'hui vos projets? Quel sera l'objet de votre deuxième opus? Alors, dans le deuxième opus de ces livres, donc écrits il y a 4 ans avec la psychanalyste Sophie Mendelssohn, on s'intéressera plutôt à la dimension plus proprement politique du racisme. Ce premier volet, vous l'avez peut-être entendu à travers cette conversation, est envisagé d'une certaine manière proposer une anthropologie psychanalytique de la question du racisme. Dans le deuxième volet, on s'intéressera davantage au rôle de l'État. Ce sera un volume plus axé sur la philosophie politique, toujours en rapport à la psychanalyse, mais en essayant de saisir quelque chose ou de repenser quelque chose de la fonction de l'État dans la production
des discours racisants. L'État est-il, dans quelle mesure l'État est un opérateur nécessaire pour la construction des grands partages raciaux, ou dans quelle mesure il peut les défaire ou les suspendre. On travaillera en particulier à partir d'une formule du philosophe Étienne Balibar qui propose cette définition du racisme comme structure psychique d'État. Tout un programme. Merci Livio Boni de nous avoir permis de découvrir Octave Mannoni et sa vision de la psychologie du colonisé, antérieure et différente de celle de Frantz Fanon, mais qui nous apprend aussi beaucoup sur la pensée fanonienne. Au revoir. C'était Oliron la Caraïbe, Une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.